Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, mine de rien, nous allons fêter les 40 ans d'un film de Martin Scorsese. Alors pas son plus réputé, ni celui dont on parle le plus, et pourtant After Hours, donc sorti en 1985, est quelque chose à voir et à revoir pour plein de raisons, et je vais l'évoquer ici dans cette vidéo. Il faut savoir que c'est un scénario écrit par un étudiant à la base, qui on va dire, s'est appuyé notamment sur quelques monologues célèbres d'un monsieur de radio, Joe Frank, pour après décliner une histoire assez particulière dans laquelle nous retrouvons au casting, pour le rôle principal, non pas Robert De Niro, mais un certain Griffin Dunne, qui était connu un peu à l'époque, notamment pour sa participation dans Le Loup-garou de Londres. À ses côtés, quelques actrices qui ont eu aussi leur vraie réputation à l'époque et même un peu après, Rosanna Arquette, Terry Garr, qui nous a quittés il y a à peu près un an d'ailleurs, Verna Bloom, ou encore Kathleen O'Hara, tiens, avec John Hurt qui apparaît aussi. Les parents de Kevin dans Maman, j'ai raté l'avion étaient là déjà, présents. Citons aussi la présence de Linda Fiorentino, j'ai failli l'oublier, du duo comique Cheech and Chong, Cheech Marin, acteur aussi qu'on a beaucoup vu chez Robert Rodriguez, et donc Tommy Chong. On va citer également la présence rapide de Will Patton et de Dick Miller. Voilà, il y a quand même du beau monde. Pour une histoire qui est à la fois scorsésienne et pas tant scorsésienne que cela. Je vais m'expliquer. Pour un film que je revois, je crois que c'est la 3e fois ici que je le visionne, et c'est toujours de mieux en mieux. Voilà, je préfère déjà poser le décor. Nous sommes en présence d'une sorte de thriller nocturne, un petit peu comédie noire, mais huis clos mental aussi, je dirais, qui se déroule aux surprises dans la ville de New York, et évidemment de nuit. Ça, c'est très scorsésien sur le papier. Où on va suivre une sorte de programmateur informaticien, qui a une vie très monotone, qui est quelqu'un de très lambda, nommé Paul Hackett, qui, une fois son travail terminé, rentre chez lui, mais s'ennuie. Il va donc dans un diner, en lisant du Henry Miller, et c'est important, d'autant plus que le gars de radio qui a inspiré le scénario était pote de Henry Miller, donc il doit y avoir un clin d'œil. C'est le fameux Tropique du cancer, qui appelle à une certaine liberté peut-être, ou non. Et là, en le lisant, ce bouquin, il rencontre une femme qui s'appelle Marcy, et quelque chose a matché entre les deux. Donc, hop, échange de numéros, potentiellement, et il va retrouver Marcy plus tard chez elle, peut-être pour avoir une nuit de détente. Sauf que ça va pas se passer du tout comme prévu. D'autant plus que Marcy vit avec une dame qui s'appelle Kiki Bridges, qui est artiste, art conceptuel et tout, statue, tout ça, papier mâché. Mais rien que pour aller à cet endroit, ça commence mal, avec ce taxi qui roule à tombeau ouvert. Tiens, ce sera aussi un film nocturne de Martin Scorsese quelques années après, dans son titre français. Cet argent qui s'envole, je reviendrai sur ce point, parce qu'il y a des thématiques et des symboliques assez passionnantes là-dessus. Et après, de fil en aiguille et de péripétie en péripétie, la nuit avec Marcy, non, il va y avoir d'autres choses. Une fuite perpétuelle vers l'absurde, bien sûr, entre quiproquos, malentendus et vindictes populaires, dans cette petite Amérique new-yorkaise du quartier de Soho. D'ailleurs, ça a failli s'appeler Night in Soho. Tiens, peut-être qu'Edgar Wright, plus tard, voulu rendre hommage indirectement à Martin Scorsese, même si ça se passe en Angleterre, son Last Night in Soho, bien sûr, pas la même chose, mais bon. Paul Hackett va littéralement descendre chaque cercle des enfers, quelque part. Il y a un côté là-dessus infernal et kafkaïen, sur pas mal de points. Et c'est un film qui est passionnant parce que ce qu'il raconte, au-delà d'un délire pseudo-paranoïaque et parce que la parano elle est partout, de malencontreuses situations qui font que notre personnage principal, malgré lui, va être impliqué dans des histoires assez sordides, il y a un discours, il y a un regard de cinéma fort passionnant d'un Scorsese qui est donc toujours dans sa ville de New York, comme souvent, donc avec son point de vue américain, mais avec une liberté qui serait plus proche du cinéma, on va dire, dit à l'européenne indépendant, peut-être pas pour rien aussi, qui s'est attaché les services du chef-op, Michael Ballhaus, qui a beaucoup travaillé avec Fassbinder, et qui, après ce moment de collaboration, retravaillera avec Martin Scorsese. Martin Scorsese qui à l'époque qui avait les nerfs à vif. Décidément, on va faire des blagues sur tous les titres des films de Scorsese, peut-être pas, puisqu'il devait finaliser quelques années avant son projet ultime, un de ses projets de vie, La dernière tentation du Christ, mais ça a foiré.
Donc il savait plus quoi faire, il était à deux doigts presque d'arrêter le cinéma, du moins de prendre une large pause, et il est tombé sur ce scénario qu'on lui avait proposé avant, mais pour problème de timing, il avait accepté. Tim Burton devait peut-être le tenter, mais finalement c'est retombé dans les mains de Scorsese, et il a pris, on peut dire, cette histoire très à cœur, et ça en est fait une forme de libération. Ça lui a fait du bien ce film, d'autant plus qu'il s'est reconnu un petit peu à travers ce personnage principal et les affres qu'il vit. Alors évidemment, hein, on peut imaginer quelques adaptations de... Parce que c'est... Scorsese, c'est un artiste cinéaste, là, c'est un informaticien, mais cette idée donc de pas trop savoir où il va, côté parano, il l'avait, et ce qu'il doit fuir ou ce qu'il doit entreprendre ou non, c'est particulier ça. Et je vais balancer ça, une lecture un petit peu personnelle, ce rapport aussi avec le capitalisme. Et le côté très américain des choses. Scorsese est américain, new-yorkais, mais d'origine italienne. Donc il y a un petit peu aussi... il a ce côté indé, Scorsese, et à la fois il a travaillé dans des grosses productions, et il a évidemment construit un immense empire à travers son film, à travers ses films, son cinéma. Et ce film-là, il est dans cette idée où il brasse beaucoup de choses autour du capitalisme, de cette vie américaine qui est gérée par les ambitions. Et rien qu'au début, l'idée de ce billet de 20 $ qui s'envole nous fait justement entrer dans un ailleurs où, on le voit, le matérialisme va rester important, parce que cet argent manquant va l'obliger à rester là, et il ne peut pas rentrer chez lui, il ne peut même pas prendre le métro de nuit, parce que il n'a pas assez, $1,50, non, il n'a pas suffisamment, donc c'est terrible, il ne peut pas payer ses consommations, tout ça, donc il y a une suspicion envers lui, et cette entrée aussi vous savez, dans cette dichotomie assez américaine au final, et on voit beaucoup dans la littérature, et au cinéma exactement, hein, entre donc la croyance, Dieu, et le côté matérialiste, le fameux God and Mammon, c'est un petit peu comme ça. Et Scorsese, il a dû baliser sa vie là-dessus. C'est-à-dire, bon, la religion est très absente dans le film, en soi, sauf à un moment, si ce n'est la descente aux enfers, donc on peut y voir cette allégorie, mais si ce n'est un moment où, quand même, alors qu'il était au bout du rouleau, à peu près au milieu du film, Paul en appelle à Dieu, avec ce plan... voilà, très évident, hein, zénithal, où il regarde la caméra dans le ciel. Scorsese, justement, rappelle l'existence de Dieu à ce moment-là. Lui qui est très croyant, lui qui a eu besoin de rédemption, de confession presque cinématographique, notamment Mean Streets, pour ne citer que celui-ci. Ici, il est en plein dedans, il a connu déjà un certain succès préalable, il est à la croisée des chemins, on vient de lui bloquer un projet peut-être trop faramineux parce que ambiance, grosse production, blockbuster, plus religion, la dernière tentation du Christ, et là, il cristallise cette idée. Alors, certes, la religion n'est pas la thématique du film, à part ce moment donc mise en scène, mais donc cet argent est ce qui en découle. En fait, nous sommes ici face à l'enfer nocturne créé par les conséquences du capitalisme, de cette vie à l'américaine. Parce que voilà, la vindicte populaire à un moment, donc les doutes, machin, il n'a pas trop d'argent, oulala, attention. On voit aussi, hein, des fois qu'on rejette, à un moment il y a une scène où on rejette un gars d'un bar parce que visiblement SDF, ça rappellera d'ailleurs ce que récemment Ari Aster a fait dans Eddington. Il y a ça qui montre aussi comment l'Amérique fonctionne, et certains cinéastes américains le montrent aussi. Des petits trucs comme ça, hein, on voit qu'After Hours, mine de rien, a beaucoup inspiré pas mal de cinéastes par la suite, peut-être pas frontalement, mais sur certaines bribes, parce qu'il l'ancre là-dessus dans une sorte de dualité, en fait. Hein. Donc je parlais un peu de cinéma indé européen qui jaillit là, dans certains mouvements de caméra, certaines ambiances, certaines atmosphères, mais le côté, c'est un cinéaste américain, et ça se passe à New York, et on a des personnages très américains, certains qui sont ancrés là-dedans, hein, qui doivent vivre, et ils doivent obéir à leur patron, machin, tout ça, à l'argent et tout, et d'autres qui sont à la marge, parce qu'on a des personnages à la marge, notamment les personnages féminins, une artiste conceptuelle, jouée par Linda Fiorentino, une autre plus tard, interprétée par Verna Bloom, qui, elle, va offrir un petit moment de pause très temporaire, alors qu'on arrive quand même dans le basculement final. Je ferai une mini-zone spoiler à ce sujet pour notre personnage principal. Il y a la terrible tragédie potentielle autour du personnage de Marcy, on sent qu'elle a beaucoup vécu de mal, elle a été violentée. Elle d'ailleurs, elle parle à un moment, limite, ça détourne un petit peu le mythe du magicien d'Oz, qui est quand même l'un des mythes, on va dire, littéraires, 100% américains, avec Moby Dick, hein, des œuvres qui se sont vraiment construites par rapport aux États-Unis et qui sont rentrées dans l'inconscient populaire américain, hors donc adaptation ou reprise de mythes plutôt ancestraux. Ça aussi c'est intéressant qu'il y ait cette mention-là. D'ailleurs j'ai pensé,
parce que le Magicien d'Oz oblige aussi. Au cinéma de David Lynch, par moment, on aurait pu imaginer ce film réalisé par David Lynch, évidemment, il serait allé plus loin. Bon, plus tard, il fera Inland Empire, si vous voulez, hein, sur certains points, il y a des moments comme ça, on peut y penser. C'est passionnant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, beaucoup de gens qui sont paumés, il y a, voilà, un côté, avec le gars un peu SM, c'est un peu drôle, le duo de voleurs, qui n'est pas que voleur, parce que cette histoire de statue qui fait un quiproquo, bah, finalement, là, il ne l'avait pas volé, etc., etc., c'est passionnant. En fait, on peut prendre ce film scène par scène, l'analyser et l'ancrer dans quelque chose, dans une obsession à l'américaine, et après, derrière, ce qui va se passer. Parce qu'évidemment, Paul va être... Comme il est un peu l'étranger de ce quartier, tout le monde va se méfier de lui. Vous voyez, aussi cette lecture-là de la paranoïa et de la vindicte populaire, qui est bien mise en scène par moments. Et cette idée de l'art, qui est là, tout le temps, dès le début dans la lecture, après donc, dans la sculpture, le dessin, etc. C'est passionnant parce que on a aussi ce New York underground indépendant qui est à fond dans le capitalisme par rapport donc à ces grandes entreprises qui sont un peu partout, mais aussi la nuit c'est autre chose. Enfin, la nuit on voit des gens qui sont un peu à part, mais il y a quand même aussi cette vie, cette activité monétaire à travers des bars ouverts, After Hours, hein, c'est le titre. On voit un peu l'idée. Parfois les choses sont gratuites, parfois les choses sont un peu plus chères. Ici le métro. Bon, c'est un peu le paradoxe. Donc voilà, c'est un film qui fonctionne par opposition, donc c'est en cela très américain, puisque le film, comme son pays, enfin le pays comme le film, est souvent donc toujours tiraillé entre deux camps, entre deux choses, entre des choses qui sont contradictoires, mais qui pourtant ont fait la fondation de cette nation. Idem ici de ce film, où il y a beaucoup de choses contradictoires, et une tentative de libération by night, mais finalement on est dans une boucle, d'où l'absurde du côté Kafka. Il y a presque une forme de réadaptation du procès de Kafka, si vous avez lu ce livre, alors qui a été, lui, fait pour le coup à 100% quasi fidèle, mais à la façon d'Orson Welles, donc dans le film du même nom. Mais là, il y a aussi autre chose qui pense à cela. Même musicalement, c'est intéressant. Il y a quelques standards à l'américaine, mais au début, on a de la musique classique, hein, Mozart et tout, qui est très vite contrebalancé par le morceau Air de Bach, où justement, le personnage principal veut prendre l'air et sortir de là. Et on gère une ellipse aussi, puisqu'il veut prendre l'air, mais après la scène d'après, c'est la fin, tout le monde sort. Donc il a peut-être pris l'air, il est revenu, et là il ressort pour vraiment passer sa nuit. Voilà. Le jeu du temps est très intéressant dans le film, parce que comme c'est une unité de temps seule, alors, unité de lieu au sens large, oui, mais il y a plusieurs lieux dans ce lieu. C'est intéressant aussi de voir comment il joue cela, et c'est du pur cinéma là-dessus, évidemment. Martin Scorsese mène sa mise en scène avec sa monteuse habituelle, hein, évidemment, Thelma Schoonmaker, et bien sûr donc ce chef-op. Et n'oublions pas, puisque je parlais de la musique composée pour le film, Howard Shore, et je crois qu'il y a 2-3 thèmes, mais qui ambiancent parfaitement ensemble. C'est presque une sorte d'horreur psychologique aussi. On se rapproche d'Halloween, la mine de rien, au moment où vous voyez cette vidéo, donc pourquoi pas. Spoiler juste sur un truc, la fin qui boucle. Moi, ça me passionne, ce genre de film. C'est-à-dire que vous arrivez à toute fin, on reprend là où le film avait commencé, mais presque à l'envers. C'est exactement cela. C'est là qu'on est ancré dans l'absurde absolu. Il est statufié, il tombe sur la route par hasard devant là où il est employé, le bâtiment où il bosse. Cette idée-là, d'ailleurs, rentre presque le film dans une forme de fantastique aussi, dans le côté hors du temps, hors de l'espace, mais on est quand même dans cet espace américain, et on revient dans le temps normal du jour, si vous voulez, comme s'il avait fait un cauchemar, en fait. C'est comme s'il était sorti, il s'était évanoui, il se réveille le petit matin, et en fait, il va au boulot. Bon, évidemment, on l'aurait ramassé entre-temps, il faut l'espérer, et voilà. Et cette idée de statification, puisque c'est là où il va prendre il va fuir, il passe son temps à fuir, hein, dans le film, hein, sur plein d'endroits. Il va arriver à cet endroit un peu underground, où il va être protégé par cette dame, où il se réfère à elle, quoi, comme si c'était la pose ultime, celle qui allait peut-être lui offrir un bon de sortie. C'est ce qui se passe. Puisqu'il est transformé en statue pour être ensuite volé par les voleurs, là justement, qui voulaient la statue au début, qui avaient acheté la statue au départ. Et justement, il y a cet écho entre la statue faite par le personnage de Linda Fiorentino au début, qui elle aussi a beaucoup souffert, hein, on le sent, et cette statue à la fin. En fait, il voit son miroir au début quand il est fait, enfin quand la statue est faite ou finalisée, ou quand elle est sous ses yeux. Il y a un billet de 20$ dessus d'ailleurs, c'est très intéressant parce que ce billet qui s'est envolé là, presque on aurait pu imaginer qu'il est là aussi, peut-être il a été collé, mais en fait c'en est un autre. C'est très intéressant ça. Donc la statification, il est brisé et il revient à son train-train, il rentre à son boulot, ça n'a aucun sens. On se demande même si elle est réelle la scène, et puis il est devant son ordinateur, hein, Good morning Paul, comme si du coup la déshumanisation était totale. Hein.
c'est assez terrible quand même comme scène, mais c'est passionnant, avec le même plan qui virevolte là à travers les bureaux et les ordinateurs. Et on revient sur la musique du début de Mozart, qui est faussement joyeuse, vous voyez, la symphonie du quotidien et de la routine. C'est extraordinaire ça. Bon, j'ai pas parlé aussi, bon, je suis dans la zone spoiler, là, le suicide évidemment du personnage de Marcy qui est d'une violence totale, comme s'il en était indirectement responsable. Quelque part, oui, en ayant fui, il n'a pas pu passer la nuit avec elle, et elle était ultimement désespérée à ce moment-là, et indirectement, il a été le dernier élément qui l'a poussé à mettre fin à ses jours. C'est d'une violence, parce que quelque part, il y a cette culpabilité profonde déjà d'être là où il ne doit pas être, et d'être au mauvais endroit au mauvais moment, et là, clairement, il est indirectement aussi responsable, même s'il ne veut pas l'être. Derrière, la paranoïa forcément qu'il habite est dynamisée par cela, et bien sûr, c'est le verdict populaire. Alors là, on revient à l'ancien temps américain, mais bon, pas si ancien temps que cela, au final. Je ferme la zone spoiler. Bah, c'est un film qui est très riche. J'étais hyper pêle-mêle là, parce que évidemment j'avais beaucoup de choses en tête, et un procédé critique, quand on a beaucoup de choses en tête, c'est pas facile. Mais j'ai posé des pistes, j'ai posé des jalons de plusieurs degrés de lecture. C'est un film que vous pouvez voir donc frontalement, et c'est déjà génial là-dessus, parce que dans cette surface de première lecture, il y a déjà de la profondeur, comme ce huis clos mental, horreur psychologique et tout, de péripéties, avec un petit peu des scènes drôles aussi, vous pouvez vous marrer dans le film, mais arrivé au bout, c'est pas si amusant que cela quand même, c'est pas marrant. Donc à ça, hein, l'aspect de scènes qui se mêlent, et dans l'écriture c'est génial, avec des belles performances de chacun et chacune, bien sûr, mais il y a aussi cette profondeur donc d'un regard sur l'Amérique, ce qu'est l'Amérique de Martin Scorsese, ses oppositions et son rapport ainsi à l'argent et à la perdition de certains personnages par rapport à ce côté matérialiste ou les échappées belles potentiellement de liberté à travers l'art. Il y a tout ça qui est condensé dans à peu près d'une heure de 40 d'un film qui est à part presque, hein, oui, dans la filmographie de Martin Scorsese, à part sans lettres, puisqu'il y a des moments by night qu'on a déjà vu avant et qu'on verra après, et ça me donne envie de revoir Un tombeau ouvert avec Nicolas Cage. Alors, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, malheureusement, après un seul visionnage, et j'avais pas trop accroché. Là, je suis bien content d'avoir pu parler d'After Hours, après au moins, la troisième fois que je le vois, c'est sûr, minimum en tout cas, parce que ce sont des films qui méritent, voilà, de s'arrêter, de reprendre, et puis des films qu'il faut revisiter, avec ce côté atmosphérique, et derrière, les éléments plus profonds, voire sociaux, quelque part, hein, qui en transpirent, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, comment vous l'avez appréhendé, peut-être que vous aussi, vous l'avez vu à la hausse à chaque fois que vous l'avez revu, c'est important, c'est intéressant, ça, et on en discute en commentaire. Je vous dis à la prochaine, ciao!